Gérard Billet, bonjour. Bonjour Yann. Alors vous avez écrit une vingtaine même de livres, je crois. Un peu plus, mais enfin bon, Un peu une plus, vingtaine, d'accord. disons une vingtaine. Une vingtaine d'ouvrages et vous faites paraître aujourd'hui un nouveau livre. Un nouveau livre sur les hommes et femmes de pouvoir au temps de la royauté en France. Qui sont ces hommes et femmes de pouvoir? Eh bien, d'abord, je crois qu'il faut rappeler que la monarchie, qui a représenté l'essentiel de l'histoire de France, des Mérovingiens jusqu'aux Bourbons, évidemment, ça a été une suite de souverains qui se voyaient souverains de droit divin, c'est-à-dire que c'est la providence, Dieu, qui les avait mis là, et par conséquent, c'était des souverains absolus, ils disposaient en principe d'un pouvoir qui était total, que ce soit Saint-Louis, Philippe le Bel, Louis XIV, etc. Dans la réalité, gérer un pays comme la France, diriger un pays comme la France, et vous ne voyez là aucune allusion à la situation actuelle, ce n'est évidemment pas simple, d'autant plus que la France, pendant un temps, au XVIIe siècle, a été la première puissance mondiale. Donc, ces rois qui se voulaient vraiment tout-puissants, absolus, et qui entendaient montrer qu'ils étaient les maîtres, en fait, ils n'ont pu pas faire tout seuls ce qu'ils voulaient faire. Et dans ces conditions, ils ont eu besoin évidemment d'appui, et autour d'eux, il y a eu toujours des personnes, hommes ou femmes, qui, à des titres divers, les ont aidés, les ont influencés, les ont conditionnés. Des ministres, en quelque sorte. Oui, voilà. Alors, le terme de ministre, ministre de fait, si on compare à la situation actuelle. Mais par exemple, il y avait toujours, sous la royauté, un ministre qui était prééminent et qu'on peut appeler maintenant le Premier ministre, mais officiellement, voyez-vous, il n'y avait pas de Premier ministre. Hein. Par exemple, Colbert, tout puissant sous Louis XIV, n'a jamais eu le titre de Premier ministre. Mais c'était en fait l'équivalent. C'était lui le patron des ministres. Alors donc, les rois de France ont toujours eu besoin évidemment de ministres pour gérer leur domaine, et ils avaient aussi besoin de ministres à côté d'eux pour les conseiller, pour leur donner des avis, quitte à évidemment eux prendre tout seuls les décisions. Oui, parce que c'est toujours eux qui prenaient la décision finale. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, Ce sont des conseillers. bien sûr, mais alors, ils avaient autour d'eux des conseillers, ils avaient des ministres, et ces ministres ont joué un rôle tout à fait inégal, c'est-à-dire parfois un rôle peu important, parfois un rôle absolument essentiel. Hein. On peut par exemple, j'en parle abondamment dans mon livre, voir le rôle de Jacques Coeur à côté de Charles VII, naturellement Richelieu, Mazarin, au temps de Louis XIV, Louvois, Colbert, Vaumont, etc. Ce sont des ministres qui ont joué un rôle extrêmement important. Il n'y a pas de femmes là-dedans. Non, c'est-à-dire que justement, dans mon livre, on parle des femmes, et d'ailleurs, vous aurez pu remarquer, vous qui êtes observateur, que sur la couverture, il y a 14 personnalités et il y a 7 femmes. Il y a la parité, 7 hommes et 7 femmes. Alors en effet, donc, les ministres, avec des fortunes diverses, avec des réussites diverses, ont joué un grand rôle. Et on peut noter que certains ministres ont eu tendance à éclipser un petit peu le roi qui a pu leur en vouloir, mais d'autres ministres, des très grands ministres, parmi les plus grands, ont servi un Louis XIV, par exemple, qui a été peut-être le souverain le plus important, celui qui a eu le plus de rayonnement et qui voulait exercer son pouvoir personnel. C'est joli, ça, le mot rayonnement avec le roi soleil. Tout à fait, je l'ai pas fait exprès. Mais ces ministres, eh bien, ils ont joué donc un rôle tout à fait essentiel, et c'est parce que Louis XIV était un homme très intelligent qu'il s'est rendu compte que, en montrant bien qu'il était le maître, qu'il avait tout intérêt à suivre les conseils d'hommes aussi éclairés dans les domaines différents. Louvois pour l'armée, Vauban pour les fortifications, Colbert pour l'économie, voyez-vous. Bon. Et dans ces conditions, ces ministres ont joué évidemment un très grand rôle. Naturellement, quand un ministre était trop important, trop influent, si le roi n'était pas sûr de lui, il pouvait en prendre de l'ombrage, être jaloux. Et il y a eu des disgrâces, etc. C'était un poste qui était tout de même relativement fragile, d'autant plus qu'il y avait bien entendu les rivalités des courtisans. Alors oui, vous dites également que certains ont perdu leur place parce qu'ils ont ils ont tenté des enrichissements personnels. Ah, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Enguerrand de Marigny, au temps de Philippe le Bel, et puis Jacques Coeur, dont je parlais tout à l'heure, ont été tellement puissants, tellement influents et tellement efficaces que les souverains
mal conseillés ou conseillés tout court par des rivaux, eh bien, on jugeait bon de les écarter. Voyez-vous, comme le disaient les Romains, la roche tarpéienne est parfois proche du Capitole. Donc, des postes extrêmement importants, mais officiellement, c'était toujours le roi qui se voulait être le maître. Et alors, dans mon livre, je parle de la royauté en France, mais il y a eu 3 empires, Charlemagne, Napoléon Ier et Napoléon III, qui se sont incorporés donc dans la suite des règnes de rois. Et dans ces conditions, je parle par exemple pour Napoléon, je parle abondamment de Talleyrand et de Fouché, qui ont joué un rôle en tant que ministre influent extrêmement important. Alors, vous avez dit des reines et rois, mais en France, il n'y a jamais eu de reine, contrairement oui, à l'Angleterre. alors, voilà, tout à fait. Alors, on a eu l'occasion, je crois, dans certaines émissions, d'évoquer cette question, différence avec l'Angleterre. En Angleterre, il y a des reines qui ont régné en tant que reine, avec le mari qui était une sorte de prince consort. Alors, évidemment, bon, la reine Elisabeth II, à l'heure actuelle, n'est pas tout à fait dans ce cas-là, c'était elle qui régnait, son mari n'était que prince consort, mais maintenant, les rois d'Angleterre, les reines d'Angleterre, en l'occurrence, n'ont plus beaucoup de pouvoir. Mais par exemple, la grande Elisabeth Ier, Elisabeth Tudor, et sa demi-sœur, Marie Tudor, eh bien, ont été reines, et elles étaient reines avec les responsabilités. Alors qu'en France, il y a eu, on a eu l'occasion de parler, il y a eu la loi salique qui a interdit, ça se passe au XIVe siècle, qui a interdit donc aux femmes d'exercer des responsabilités. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir des Valois, eh bien, il y a eu beaucoup de rois, bien sûr, ils étaient mariés, leurs femmes avaient le titre de reine, mais elles étaient reines en tant que femmes de roi. C'est-à-dire, elles avaient un rôle de représentation, mais elles ne gouvernaient absolument pas. Et c'est une grande différence avec l'Angleterre, ou avec, par exemple, la Russie, la Grande Catherine, ou Marie-Thérèse d'Autriche, etc. En France, aucune femme n'a exercé la responsabilité intégrale du pouvoir. Bon. Est-ce que ça ne viendrait pas du rôle de l'Église ? C'est la loi salique, par exemple. Non, la loi salique, c'était une loi du peuple franc, voyez-vous, alors que les francs n'étaient pas encore christianisés. C'était une vieille coutume franque, voilà, qu'on a exhumée pour les besoins de la cause, pour éviter qu'un roi anglais vienne sur le trône de France. Bon. Mais alors, ce que je souligne dans mon livre à propos d'Aliénor d'Aquitaine, mais aussi de Blanche de Castille, de Catherine de Médicis, d'Anne d'Autriche, c'est que, un peu paradoxalement, ces femmes laissent une très grande trace dans l'histoire. Pour avoir dirigé la France, vous allez me dire, c'est incohérent ce que vous dites. Non, je termine ma phrase, pour avoir dirigé la France à la mort de leurs époux. C'est-à-dire que plusieurs de ces femmes ont été mariées à des rois qui ont fait leur travail, mais qui sont morts prématurément. Ce qui fait que comme leur fils successeur était trop jeune, il a fallu que quelqu'un exerce l'intérim. Et les femmes, à ce moment-là, ont joué le rôle de régente. Ce qui veut dire que Catherine de Médicis, par exemple, eh bien, elle a été mère de 3 rois de France. Ils étaient, à chaque fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas vraiment en âge de régner, ou alors, comme leur mère était extrêmement autoritaire et avait une très grande expérience, ils ont été très influencés par elle. Ce qui veut dire que, paradoxalement, ça c'est pour ça qu'elles sont dans mon livre, voyez-vous, bon, Catherine de Médicis ou Anne d'Autriche ont joué un grand rôle dans l'histoire de France à partir du moment où leur mari n'était plus là. Louis XIV doit beaucoup à sa mère Anne d'Autriche, voyez-vous. Bon, Blanche de Castille, c'est la même chose. Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, doit beaucoup à sa mère. Alors donc, Blanche de Castille était la femme de Louis VIII, là, il ne s'est pas passé grand-chose, mais quand Louis VIII est mort, à ce moment-là, elle a formé son fils, etc., et elle a été régente. Alors donc, dans ce livre, je parle des femmes, d'abord, des femmes qui ont joué un rôle important en tant que régente ou alors reine-mère, ce qui était à peu près la même chose. À Catherine de Médicis, quand ses fils ont atteint successivement 20 ans, elle n'était plus officiellement régente. Mais c'était leur mère, la reine-mère, et qui avait l'autorité intrinsèque qui faisait qu'elle gouvernait. Et alors, je termine avec les femmes en disant qu'il y a une autre catégorie de femmes qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire de France, ce sont les favorites. Favorites. Les rois de France, pas tous, mais beaucoup de rois de France ont eu des favorites et parfois des favorites qui ont marqué, qui restent dans l'histoire pour des tas de raisons. Et alors, certaines favorites, voyez-vous, pourtant très connues, n'ont pas joué un très grand rôle politique. Par exemple, voyez-vous, Louis XV, tout le monde sait que Louis XV a eu plusieurs maîtresses, beaucoup, 2 qui ont compté. C'est-à-dire, Madame de Pompadour et Madame du Barry. Dans mon livre, je parle beaucoup de Madame de Pompadour, même à peu près pas de Madame du Barry. Pourquoi ?
parce que Madame du Barry, elle était aussi influente sur Louis XV que Madame de Pompadour avant elle, mais elle ne s'intéressait pas du tout à la politique. Elle était frivole, elle était futile. Alors que Madame de Pompadour, c'est une femme qui a eu, en tant que favorite, qui a eu un grand rayonnement. Et le record, c'est Madame de Maintenon, j'en parle abondamment, Madame de Maintenon, la dernière grande favorite de Louis XIV, mais qui, Louis XIV, étant veuf, sa femme, la reine de France, qui était une espagnole, Marie-Thérèse, meurt, et à ce moment-là, Louis XIV vieillissant, s'est marié, alors on a d'abord dit secrètement, il vaut mieux dire discrètement, il s'est remarié, il avait le droit, il s'est marié avec qui? Avec sa favorite, qui était Madame de Maintenon. Et ça, c'est la fin du règne de Louis XIV. Madame de Maintenon était éprise de religion, et elle a voulu à tout prix que son roi préféré, aille au ciel, évite les flammes de l'enfer. Ce qui fait que la fin du règne de Louis XIV a été très austère, très sévère. Elle a plus terminé les fêtes, les jeux à la cour de Versailles, parce que Madame de Maintenon veillait au grain. Alors donc, voyez-vous, les femmes comme régentes, comme reine-mère et comme favorites ont joué un très grand rôle au temps de la royauté en France. Donc sur le livre, on voit 14 de personnages, dont cette femme. Ah, tout à fait. Il y a la parité. On voit bien que les femmes ont joué un grand rôle. Tout à fait. Et au centre de cela, c'est... Oui, alors là, celle qui est au milieu, c'est la représentation d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà. Alors, on l'a fait figurer, à pas avoir hésité, mais Aliénor d'Aquitaine, au niveau, si vous voulez, chronologique, c'est une des toutes premières. Ce qui fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de peintre attitré, il n'y avait pas de peintre qui savait faire de beaux portraits. Et alors, après, compte tenu du rôle d'Aliénor d'Aquitaine, de mémoire, on a essayé, ce qui fait qu'on a tenu Aliénor d'Aquitaine. Je ne sais pas si je l'ai ici, oui, par exemple ici, voyez-vous, il y a eu des tas de représentations d'Aliénor d'Aquitaine, toutes plus farfelues les unes que les autres. Heureusement, celles-là, on ne sait pas. Mais les autres portraits, c'est tout à fait ressemblant d'après ce que l'on sait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et donc, à l'intérieur, il y a des chapitres avec tous ces hommes, ces femmes, qui ont joué un grand rôle pour la France. Et alors, Yann, je tords le cou à certaines légendes, à certaines erreurs bien dommageables pour celui qui était concerné dans ce livre, en m'abritant sur les travaux de collègues historiens qui connaissaient bien la question, mieux que moi. Par exemple, Dagobert. Tout le monde connaît la chanson, le bon roi Dagobert, qui a mis ses culottes à l'envers, le bon Saint-Éloi, on rit grassement, on rigole, etc. Or, en fait, voyez-vous, c'est tout à fait injuste, parce que, justement, dans mon livre, Saint-Éloi, je lui consacre un chapitre. Saint-Éloi, c'était un évêque, et l'Église avait beaucoup de puissance à cette époque-là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, et Saint-Éloi est devenu, en fait, le premier ministre, voyez-vous, du roi Dagobert. Et Dagobert a été un très bon roi mérovingien, et Saint-Éloi lui a rendu de grands services. Par conséquent, voyez-vous, ce livre réhabilite un peu Saint-Éloi et du coup Dagobert. Merci beaucoup, Gérard. Je vous en prie.